Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Breakable pour un nouvel épisode. J'ai l'honneur et la joie de recevoir aujourd'hui la première femme sur un plateau. Enfin, sur un plateau, c'est un grand mot, c'est pas un plateau, mais en tout cas dans les épisodes de Breakable. Et je reçois aujourd'hui Jessica Troisfontaine. Salut Jessica, Salut Elliot. j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Tu es la première femme qui vient sur ce plateau. Euh, et je suis très fier de te recevoir parce que tu es en quelque sorte quelqu'un que je suis beaucoup, dont je m'inspire beaucoup, en tout cas dans ta nouvelle vie. Euh, J'aimerais peut-être d'abord en deux mots un peu te présenter. Euh, on va peut-être pas refaire ce que tu as déjà beaucoup fait avec beaucoup d'interviews, mais en tout cas parler de cette période peut-être rapidement. Tu étais quand même une grande avocate dans un grand bureau, Alors, grande, je ne sais pas, mais en j'ai tout été cas avocate. une grande avocate dans un beau bureau parisien, si je me trompe pas, de fusion-acquisition. Ouais, Et puis, tu as surtout lancé cette fameuse marque Septem Paris, qui a cartonné pendant 5 ans, je pense. ouais. Et puis aujourd'hui, je pense que tu es la meilleure podcasteuse française. Enfin, tu es belge, mais tu réussis très bien à Paris. C'est très élogieux. Je sais pas si je suis la meilleure, mais en tout cas, le podcast marche bien. Mais en tout cas, tu réussis bien à Paris pour ton podcast. Je sais que tu suis aussi, tu écris beaucoup. Ouais. Et alors, j'ai voulu commencer cette interview en faisant un petit peu comme toi tu fais avec tous tes intervenants. Et alors, c'est cette fameuse phrase, ce que j'ai ressenti de toi en préparant cette interview. Alors, j'ai peut-être pas assez travaillé, je suis pas assez, je sais pas ce côté poétique, mais en tout cas, ce que j'ai ressenti de toi en préparant cette interview, c'est, même si je te connais pas encore parfaitement, c'est une femme, je pense, assez sensible, euh, assez poétique, très littéraire, qui écrit et qui parle très bien, qui a une voix très sexy, qui parle parfois très vite, mais qui a une voix qui donne envie de l'écouter. Une femme entrepreneuse qui n'a pas toujours vécu des choses faciles, mais qui rebondit à chaque fois et qui quand même réalise un parcours assez impressionnant, bruxelloise, mais qui perce dans le milieu parisien, qui est encore plus difficile, je pense, que le milieu bruxellois. Euh, donc voilà, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je suis un peu timide parce que je suis avec une femme peut-être, mais voilà, merci d'être là et peut-être en quelques mots un peu te présenter et puis on passera vite à la suite. Et déjà, je te remercie pour. C'est très gentil, moi. Ça me fait hyper plaisir et c'est très juste. C'est très élogieux, mais en tout cas, ça résonne en moi de manière juste. Donc, je pense que tu as appuyé au bon endroit. Pour me présenter un peu, donc je m'appelle Jessica Troisfontaine, j'ai 33 ans, bientôt 34. J'habite à Paris depuis presque 14 ans. Donc j'ai déménagé à Paris aux alentours de mes 20 ans pour un master de droit des affaires à la base. Et j'ai fait 2 ans en tant qu'avocate dans un cabinet à Paris, en droit des affaires. J'ai démissionné après ça. Et effectivement, j'ai lancé cette marque Septem, qui était une marque de prêt-à-porter spécialisée dans les combinaisons pour femmes, mais je faisais plein d'autres choses. Et la particularité, c'est que c'était en même temps un média. Euh, Parce que c'est bien d'être bien habillé, mais c'est bien de nourrir un peu le cerveau aussi. Et c'est important pour la suite, parce qu'au fil des années, je me suis rendu compte que j'ai commencé à être de plus en plus lassée par pas par la mode, mais par ce que ça impliquait en termes de business model. Et mon engagement éthique a évolué de telle manière à ce qu'à la fin, j'étais plus tout alignée avec le fait de devoir proposer comme ça sans cesse des nouvelles collections, de produire sans cesse des nouveaux vêtements, de pousser des gens à racheter des choses dont ils n'avaient pas besoin. Et sur toute la fin, ce qui m'intéressait le plus dans la marque, c'était la partie média. Donc j'avais déjà un podcast à l'époque qui s'appelait le Septem Club, dans lequel j'interviewais des femmes et quelques hommes sur leur parcours, parce que c'est ce qui m'intéressait à l'époque, leur parcours entrepreneurial, parce que moi-même, comme j'étais entrepreneur, je voulais savoir comment les autres faisaient, quoi. Et comme c'était mon média, je mettais un peu tout ce qui m'amusait dedans, donc j'ai commencé à faire des vidéos de recettes, à faire des recommandations culturelles, juste parce que j'allais farfouiller dans mes passions, et voilà, je semais plein de graines, en fait, sans le savoir. Et donc j'ai annoncé la fin de ma marque en octobre 2023, donc il y a un an, sans savoir ce que j'allais faire par derrière, mais en sachant déjà quand même tout ce qui m'intéressait à ce moment-là. Et toutes ces dernières années, en fait, j'ai exploré toutes ces pistes qui m'intéressaient, jusqu'à arriver, je pense, aujourd'hui à un truc assez exceptionnel qui est de se sentir exactement à sa place. Euh, Et c'est agréable.
C'est agréable. c'est très très doux comme sensation et je vais essayer que ça dure le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, concrètement, ce que je fais, c'est que j'anime un podcast qui s'appelle Ressentir, dans lequel j'interviewe des femmes et des hommes, moins d'hommes, mais je travaille à ce qu'il y en ait plus, sur leur rapport au monde, aux émotions, leur manière d'aimer, de manger, leur sexualité aussi. Donc ça, c'est une bonne partie de ma semaine, ce podcast. Ensuite, j'écris pour moi, c'est-à-dire que je suis en train d'écrire un livre sur les liens entre émotion et alimentation. Et j'écris aussi pour d'autres, pour des marques, pour des particuliers, beaucoup sur la nourriture, mais pas seulement. Et j'ai une newsletter aussi qui s'appelle La vie gourmande, du coup, dans laquelle j'explore plein de sujets de fond qui sont un peu les mêmes que dans mon podcast, sauf que du coup, cette fois-ci, c'est moi qui m'exprime sur le sujet, quoi. C'est une belle présentation et tu sais que moi je suis là aujourd'hui pour créer ce podcast. C'est pas pour parler de choses peut-être un peu plus monotones. J'ai envie qu'on parle de choses qui, en tout cas, m'intéressent moi, dont j'ai envie qu'on parle un peu plus. Et la première question que je m'étais posée et qui m'intéressait, parce que dans les 2 premiers podcasts, on a beaucoup parlé de l'homme, de la remise en question de l'homme. Bon, c'était dans le premier surtout à travers mon histoire et la grosse remise en question. Et quand je vois, et quand tu nous expliques le parcours, il y a quand même 2 moments clés. Alors, on pourrait parler pendant des heures que tu as super bien réussi dans tes 2 premiers jobs, que tu es une entrepreneuse extraordinaire et avec beaucoup de respect, parce que c'est très compliqué de réussir au jour d'aujourd'hui dans n'importe quel métier qu'on entreprend. Mais c'est surtout ces 2 remises en question, parce qu'en fait, quand on regarde ton parcours, on sait que tu cartonnais comme une avocate. T'as tout arrêté du jour au lendemain. Tu cartonnais dans le milieu du textile. T'as tout arrêté du jour au lendemain. Et tu dis qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus aligné. C'est quelque chose qui me parle, parce que trouver l'alignement, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, personnellement, pour moi. Mais d'essayer d'aider les gens à être le plus alignés possible. Pourquoi cette remise en question 2 fois, d'une manière aussi extrême? Alors, j'ai un petit tempérament un peu radical, comme tu l'auras compris. Les 2 fois, c'était très différent. La première, c'est qu'en fait, petite, apparemment, aux alentours de mes 10 ans, j'avais dit plus tard, je serai avocate en droit des affaires internationales. Et en fait, quand tu dis ça en tant que petite fille, ça ne vient à l'idée de personne d'essayer de te dévier de cette voie-là. Et donc, toi, tu ne remets jamais ça en question. Donc, je me suis lancée dans les études de droit sans jamais réfléchir à faire autre chose, parce que j'avais dit ça un jour et que du coup, j'ai été entretenue dans cette idée-là. Enfin, je me suis entretenue toute seule dans cette idée-là aussi. Et dès le début, je n'ai pas aimé les études de droit, mais comme je réussissais bien, j'ai continué. Est-ce que, je t'interromps, mais est-ce que tu crois que ces études de droit, tu les as faites parce que tu voulais faire, ou parce que inconsciemment, il y avait l'éducation derrière qui t'a poussé à faire ces études-là? Je pense pas que ce soit... Mes parents m'ont jamais poussé à faire ces études-là. Personne n'est avocat dans ma famille. Personne m'a poussé à être avocate. Franchement, c'est moi qui avais choisi ça toute seule pour moi. Ok. Et quand j'ai... en première année, après quelques mois, j'avais dit à mes parents que je détestais et que je voulais arrêter. Et la seule chose que mes parents m'avaient dit, c'était bien gentil, juste tu vas passer les examens et après tu feras ce que tu veux. Donc en fait, il y avait quand même cette liberté-là. J'ai passé les examens, j'ai super bien réussi. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est quand même pas si mal. Et en fait, je fonctionne vachement à ce truc de... J'essaie de moins en moins, mais ce truc de petit tape dans le dos, quoi. En fait, essayer de confondre aimer ce qu'on fait et être bon dans ce qu'on fait. Et j'ai beaucoup confondu. Et donc, toutes mes études, ça a été ça. Comme je réussissais super bien, j'étais dans les premiers de l'amphithéâtre à chaque fois. Mais une fois que tu as été super bon résultat, tu te dis, en fait, je vais continuer. Ça a été la même chose quand j'ai commencé à travailler. Dès la première année, je détestais le quotidien dans le cabinet d'avocat. Je suis arrivée à l'entretien de fin d'année. Je comptais démissionner. Et en fait, quand à l'entretien, on m'a dit on est trop content de toi, on va te donner plus que le bonus max et tout. Toute l'équipe t'adore, on est trop content de ton travail. Et après, ils m'ont dit et toi, comment tu te sens? J'étais comme arrivée en me disant je vais leur dire que j'ai envie de crever. Enfin, je vais pas leur dire ça, mais la vérité, c'est que j'ai envie de crever, je veux juste me barrer. Et en fait, j'ai dit moi, tout va bien. Ridicule. Donc, voilà, j'ai tenu encore un an de plus comme ça. Et j'ai démissionné de mon cabinet d'avocat un lundi matin après un cours de sport. Qu'est-ce que tu ressentais au fond de toi à ce moment-là? Mais ma vie était un enfer. Je pleurais toute seule dans les toilettes plusieurs fois par jour. Alors que tu gagnais beaucoup d'argent, que tu réussissais bien, que ton parcours était tracé. Ouais, mais ça n'a jamais été suffisant. En tout cas, moi... En
fait, je pense que j'étais trop malheureuse que pour me dire que l'argent allait être suffisant pour me faire tenir, quoi. Donc là, j'ai démissionné sans savoir du tout ce que j'allais faire par derrière. Pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, je me suis posé la question de ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ce que j'aimais faire dans la vie, ce dans quoi je pourrais être bonne, même si je ne l'avais pas exploré. Et tu l'as fait comment? Je me suis fait aider par un organisme qui s'appelle Switch, mais qui n'existe plus. Mais il y a d'autres organismes qui existent un peu similaires aujourd'hui, dont un qui s'appelle Chance, et qui m'a aidé à... Bon, c'est tous ces trucs un peu qui paraissent galvaudés, mais qui marchent bien, tu vois, se reconnecter un peu à ce que tu aimais bien faire quand tu étais enfant, tester plein de choses, voir ce qui résonne en toi. Hein. Et là, je me suis dit, quand même, j'adore les vêtements. Et j'avais beaucoup hésité à ce moment-là à faire soit un truc dans la nourriture, soit un truc dans la mode. Mais je savais pas du tout ce que je pouvais faire dans la nourriture. Donc je me suis dit, en fait, je vais faire une marque de mode. Ça n'a pas l'air si compliqué. Et comme il y a déjà beaucoup de marques de mode, il faut quand même que je me différencie un peu, que j'amène quelque chose de différent qui vient de moi. Et donc, j'avais créé un média en même temps. Donc ça, c'était un peu pour la première transition. Après, franchement, je me suis éclatée avec ma marque pendant 3 ans. C'était vraiment l'éclate. Énormément de travail, mais c'était génial. Et puis, j'ai commencé à m'épuiser parce que je bossais beaucoup trop. Je faisais beaucoup trop de choses moi-même. Parce que ça marchait très bien, mais c'est un business model qui est très cash intensif. C'est-à-dire que tu crames beaucoup d'argent. Donc, en fait, finalement, je n'avais pas beaucoup d'argent pour embaucher des gens de qualité. Et les gens de qualité, ça coûte cher. Donc, j'avais quelques personnes géniales avec moi, mais ce n'était pas du tout suffisant comme équipe. Donc, je faisais encore beaucoup trop de choses moi-même et je pense que je me suis épuisée comme ça à la tâche. Et à la fin, j'étais plus du tout alignée. Et quand je me suis... la transition, ça a été un moment où, pour le coup, j'étais chez ma psy. Et c'était un moment où j'hésitais à faire une levée de fonds pour justement embaucher des gens pour m'en faire moi-même. Et j'arrivais pas à faire cette levée de fonds. C'est-à-dire, j'y arrivais pas au sens où j'avais pas envie de sortir la documentation, j'avais pas envie d'aller raconter des trucs aux investisseurs auxquels je croyais pas. Et il y a eu une phrase que ma psy m'a dite et qui a été bon, Jessica, comment ça fait un petit temps qu'on se fréquente, enfin, en tout cas que moi je vais chez elle. Elle me dit, quand vous voulez quelque chose, en général, vous parvenez à vos fins. Vous n'avez manifestement pas envie de faire cette levée de fonds. Et elle m'a juste dit cette phrase simplissime, mais qui a été une puissance absolue, qui était, si là vous vous dites que vous arrêtez Septem, qu'est-ce qui se passe en vous? Ça a été une libération. Et en fait, ce qui s'est passé en moi quand j'ai essayé de ressentir ce qui se passerait si j'arrêtais la marque, c'est que j'ai l'impression que tout le poids du monde s'est enlevé de mes épaules. Et donc ça ne trompe pas comme sensation. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, mais en fait, pourquoi est-ce que je m'obstine à continuer cette marque au mépris de ma santé? Parce que j'ai frôlé le burn-out pendant 2 dernières années, mais de extrêmement proche. J'étais malheureuse, en fait, dans cette vie-là. Mon couple en pâtissait, c'était sûr. Enfin, je ne dormais plus. Tout tournait autour de ma marque. Je me dis, mais pourquoi est-ce que tu t'obliges à continuer alors qu'il y a 1000 autres choses dans la vie qui t'intéressent et que tu pourrais faire? Donc là, j'ai pris ma décision pendant cette séance de psy et je suis sortie. J'ai appelé celui qui était mon mari à l'époque. J'ai appelé mon père et ma mère et je leur ai dit, c'est bon, j'arrête. Sans savoir ce que tu allais faire de nouveau. Non, mais en fait, pour le coup, c'était pas du tout le même saut dans le vide que la première fois parce que je faisais déjà plein de choses. Tu vois, j'avais déjà un podcast, j'avais déjà quand même commencé sur Instagram à semer plein de graines autour de la nourriture, autour de la culture, etc. Et là, pour le coup, je n'ai pas eu peur du tout. Je savais pas vers quoi j'allais, mais j'avais une espèce de confiance absolue que ça allait aller. Et donc aujourd'hui, tu es une femme en 2024 totalement épanouie. Ouais. Parce que ça revient à ma deuxième grosse question. Qu'est-ce que c'est à tes yeux, en tout cas en 2024, d'être une femme épanouie, sachant que ça a été, déjà je pense que pour un homme c'est très compliqué aussi, pour une femme encore peut-être plus. En tout cas, ça a été une période dans le passé, on a beaucoup parlé de la mise en avant de la femme, comme j'ai dit dans d'autres podcasts, de la femme au pouvoir, de pouvoir laisser une femme entreprendre. Tu vois, il y a tous ces mouvements de groupes de parole de femmes. Et donc, à tes yeux, être une femme épanouie en 2024, ça ressemble à quoi? Alors moi, je peux te parler de moi. Pour parler des autres, c'est un peu compliqué parce que c'est tellement, j'ai une place extrêmement privilégiée, quoi. Je veux dire, je suis en France, j'ai une sécurité financière. Enfin, je veux dire, je peux pas parler pour les autres. Mais moi, j'estime que je suis très contente d'être une femme en 2024. Parce que j'ai plein de privilèges. Il y a d'autres femmes qui se sont battues avant moi pour que j'ai plein de choses qui sont des acquis sans même que je doive me battre pour ça. Alors que, bon, il y a plein de pays où c'est absolument pas le cas encore aujourd'hui. Enfin, on n'a pas besoin de développer sur toute l'actualité dans le monde, mais c'est quand même encore hyper préoccupant pour plein de femmes dans le monde, quoi. Mais c'est vrai que moi, en France, dans mon milieu en 2024, je préfère être une femme qu'un homme.
C'est intéressant d'entendre ça d'une femme. Ah Parce ouais, qu'on a ouais. l'impression que dans le passé, c'était plus compliqué d'être une femme. Alors, c'est pas une compétition de savoir qui est le plus malheureux. Alors pour plein de gens, pour plein de femmes encore aujourd'hui, c'est plus compliqué que d'être un homme. Il y a encore plein de métiers dans lesquels il y a un déséquilibre énorme dans le salaire, dans tes chances d'accéder à des postes de pouvoir, c'est encore une réalité. Mais dans d'autres, et j'ai la chance d'évoluer dedans, en réalité, quand tu es une femme, on te pousse plus. Je veux dire, en tant que femme, j'ai eu plein d'articles dans la presse parce que je pense que c'était aussi un moment où on voulait mettre en avant des profils féminins. Enfin, tu vois, j'ai quand même bénéficié de ça aussi. Mhm. Et je trouve qu'aussi, on a d'un point de vue plus perso que pro, euh, je veux dire, on a une relation entre femmes et qui est méga épanouissante et qu'en fait, vous n'avez, de ce que je vois, mais on est là pour en discuter, pas la chance d'avoir. Tu vois, en fait, entre femmes, Vous on parlez pape. déjà. Entre femmes, on papote, on décortique, on analyse. Tu vois, un texto, qu'il soit envoyé ou reçu, ça peut mener à des heures de briefing, Mhm. d'écriture, d'analyse de texte. Mais en fait, tous ces moments-là, ça a été longtemps considéré comme des futilités et qui appartiennent uniquement au domaine féminin. La réalité, c'est que moi, toutes ces heures passées à discuter avec mes amis, je vois ça comme une espèce de base de données immense qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux nous comprendre nous en tant que femmes, de mieux comprendre, en tout cas d'essayer de mieux comprendre les hommes, de mieux comprendre ce qui se passe entre les deux. Et en fait, c'est un réservoir immense de savoir et donc qui te permet de mieux vivre, de mieux relationner, de mieux aimer. Et j'ai l'impression que vous, en tant qu'homme, comme vous mettez beaucoup plus de barrières dans votre expression entre hommes, c'est tout un savoir auquel vous n'avez pas accès, quoi. Oui, mais l'homme, comme je l'ai dit auparavant, les hommes, entre nous, on parle pas. Enfin, on parle très peu. Ouais. Parce que parler et dire que ça va pas, c'est compliqué et tu passes direct pour l'homme qui ne gère pas. Vu qu'on te demande aujourd'hui d'être un homme, d'assurer tout ce que tu entreprends, d'assurer ta famille, d'assurer ton boulot, d'assurer Alors, ton qui te le sport. demande en tant qu'homme? La société. Qui est la société? Oui, de nouveau, ça c'est une grosse question. Qui est la société? Mais on nous a demandé d'être un homme, c'était ça. En tout cas, il y a eu une injonction explicite ou implicite. Aujourd'hui, elle est plutôt implicite. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les hommes ont intégré ça depuis longtemps. Et c'est pour ça que c'est aussi important dans le couple de discuter. Parce qu'en fait, souvent, les mecs se mettent une pression immense. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus de raison à ce que... Enfin, c'est pas à l'homme d'être en charge de tout ça, tu vois. Donc, c'est aussi à l'homme de travailler à se libérer de ces injonctions-là. Et c'est pour ça que je suis le premier à vouloir être un homme qui intègre ces groupes de femmes. Et comme on en parlait là tout de suite, tu as beaucoup de groupes de parole de femmes. Alors, je pense qu'il y a des moments très intéressants de pouvoir juste parler entre femmes ou de parler juste entre hommes. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as peu de groupes de parole qui intègrent des hommes petit à petit pour avoir cet avis peut-être un peu différent ou qui utilisent la sensibilité et le côté féminin d'un homme pour pouvoir en discuter, pour pouvoir essayer de trouver des pistes et des solutions ou améliorer les choses. Et je trouve ça très dommage. Moi aussi. Alors, tu fais partie peut-être des femmes qui ressentent ça des hommes, mais on est encore dans la société, pour moi, encore beaucoup, même si ça évolue, on est dans une spirale très positive par rapport à ce changement. L'homme commence un peu à speak up et j'ai envie de faire partie de cela. Mais c'est pas toujours facile. Alors c'est vrai que je vais être honnête, je dis rien à mes amis. En tout cas, j'ai même pas. Et tu dis, toi, tu as plein de copines avec qui tu parles et tu racontes plein de trucs ou tu envoies plein de messages. Moi, j'envoie 0 message à mes potes. Et peut-être que je devrais. J'ai plus cette relation avec des femmes qu'avec des hommes. Je connais peu de potes qui m'ont dit, Elliot, ça va pas. Ou à qui moi, j'ai dit que ça n'allait pas. Parce que tu as peur de quoi, tu penses? J'ai pas peur, c'est que je me sens peut-être pas à l'aise. Quand on n'est pas à l'aise, c'est qu'on a peur, non? Sûrement, mais j'ai beaucoup de peur. J'ai beaucoup de peur et ça fait partie de moi. J'hésite beaucoup. Et c'est sûr qu'au milieu d'un vestiaire d'hommes, tu vas pas commencer à dire que ça va pas, tu vois. Et ça doit changer, mais ça change. Après, il y a une question d'exemplarité. Je pense que c'est dur au début quand c'est des choses qui ne sont pas instaurées, mais parfois, il suffit qu'il y ait une personne qui commence à libérer sa parole pour donner l'exemple à tous les autres. Et ça, on le voit parfois. Tu vois, tu peux être à un dîner et puis, par exemple, je me rappelle, on était à un dîner entre copains pour dévier sur le sujet de la sexualité directement. Et là, parce que je sais que tu vas y venir. Ouais, on va y venir. Mais tu skips déjà de sujet. Non, mais là, c'est juste un exemple. On va pouvoir rembobiner après. Mais tu vois, il y a un mec qui
qui a balancé à la table qu'il avait des problèmes d'érection en ce moment. Et là, genre, effroi. Tu vois, genre, plus personne ne savait où se mettre. Pas les filles. Moi, nous, les filles, de toute façon, quand t'es une fille, tu sais très bien que, a priori, t'as déjà vu plein de mecs qui avaient des problèmes d'érection. Donc, tu sais que c'est OK, tu vois. Ouais. Mais entre mecs, il y a une espèce d'omerta là-dessus. Il faut surtout pas dire quand t'as des Ouais. problèmes érectiles. En fait, toutes les filles savent très bien qu'il y a des canons, a priori. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et ben, il y a un truc de ouf qui s'est fait. C'est qu'il y a eu après un petit moment de gênance, en fait, les autres mecs ont dit, bah, j'avoue, moi aussi. En fait, c'est juste qu'il faut qu'il y en ait un qui se libère. Et ça, tu le vois. Là, on parlait du sexuel, mais de manière générale, dans tes échanges avec les gens, quand tu ouvres ton cœur, en fait, la personne en général en face de toi, elle fait pareil après, quoi. Ça dépend. J'ai l'impression que quand tu ouvres ton cœur, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui partent et des personnes qui restent. Bah, c'est bien comme C'est méthode très de bien. tri, non? C'est très bien parce que tu commences à faire indirectement le tri et tout se fait plus naturellement, plus simplement. Mais parfois, tu te retrouves un peu dans ton petit monde à toi. Et donc, t'arrives quand même encore de temps en temps à te poser la question, est-ce que je suis pas anormal, tu vois? Mais il faut continuer, il faut percer. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais aussi, parce que tout le monde disait, en fait, Jess, elle cartonne, elle a une marque de fringues à Paris en plus, et ça cartonne, donc pourquoi est-ce qu'elle arrête? Et en fait, non, ça va pas. Donc tu vois, tu t'affirmes et tu avances. En fait, c'est Et- une question de... Tu fais les choses pour toi et pas pour les autres, quoi. Mhm. Je veux dire, OK, il y a plein de filles qui étaient très contentes de la marque qui ont même été tristes quand j'ai arrêté la marque, mais je vais pas, moi, m'abîmer la santé et accepter un désalignement total pour les autres. Donc, je pense que c'est une question de loyauté envers soi-même qu'on se doit. Tu vois, tu dois quand même... c'est pas grave de se tromper de chemin, tout le monde le fait à plein de moments, mais... Et c'est pas grave de parfois persévérer dans la mauvaise route, juste à un moment, il faut quand même pouvoir un peu se poser, regarder un peu en soi et se dire, OK, en fait, là, j'ai complètement fait ce fausse route, c'est pas grave, Mhm. mais en revanche, je me dois quand même un peu de loyauté. Mais est-ce que toi, tu le ressens comme moi, au fond de tes tripes, ce genre de sensation que ça va pas? Ah bah oui. Tu te lèves. Moi, ça se manifeste, insomnie, crise d'angoisse, pleurer, Ah, pleurer. bienvenue au club avec les angoisses. C'est quoi tes angoisses? C'est quoi, par exemple? Ah, aujourd'hui, j'ai plus trop d'angoisse, moi. Non? Non. Je suis pas bouddha, hein, mais non, là, j'ai pas d'angoisse. Non, j'avais des angoisses qui étaient liées au pro, je veux dire, mais j'ai pas d'angoisse existentielle, j'ai pas peur de la mort. Non. Mais ouais. Désolée, je te sens Non, déçue. non, non. Quelles Ou sont alors tes tu les angoisses, caches, toi? tu les caches alors et tu le dis pas. Mais Non. non, mais des angoisses, ouais, je pense que on en a tous indirectement. Après, c'est de savoir comment on les gère. Mais en tout cas, moi, j'en ai encore. Je pense que j'en aurai toute ma vie. Il faut juste C'est savoir OK. dealer avec. Oui, Ouais. c'est OK, c'est accepter et trouver des petites pistes qui peuvent te permettre de passer outre l'angoisse, tu vois. Ouais. Mais je reviens un peu à ma première question, mais pour bifurquer gentiment sur... Donc la femme est beaucoup plus mise en avant, je trouve, aujourd'hui. La femme entreprend beaucoup plus. Mais j'avais cette discussion encore hier soir avec ma femme et moi, par rapport à... Ça reste une difficulté pour une femme aujourd'hui de choisir entre carrière ou famille. Est-ce que tu ressens encore cet engouement-là? Cet esprit-là? Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui concilient les deux. C'est plus complexe, évidemment. Moi, ça a été un gros sujet quand j'ai été mariée. Parce que mon mari voulait absolument avoir des enfants. Moi, j'étais absolument pas sûre. Dans l'absolu, déjà d'en vouloir. Et puis surtout, je voyais très bien ce que ça allait avoir comme impact sur ma carrière. Parce que, quoi qu'on en dise, même si tu es avec quelqu'un en couple qui, a priori, en tout cas, là, je parle que ce soit un couple homosexuel ou hétérosexuel d'ailleurs, mais en tout cas, la personne qui porte l'enfant, nécessairement, ça va avoir un impact sur sa vie professionnelle qui n'est pas le même impact que celui qui ne porte pas l'enfant. Non, et je t'interromps, mais la femme change beaucoup plus avec un enfant que l'homme. Mais c'est physiologique, Oui, c'est normal. en fait. Mhm. C'est normal, en tout cas dans un premier temps. Et c'est sûr qu'il faut être prêt. Enfin, c'est-à-dire, si tu veux que ta vie ne change absolument pas et qu'il n'y a pas d'impact sur ta vie, tu prends un chien, tu fais pas un gosse, quoi. C'est compliqué parfois aussi de ser un chien. Il faut Oui. beaucoup s'en occuper. Hein. C'est vrai, mais je suis pas sûre que ça ait un réel impact sur ta vie professionnelle. Non, Je pense que ça, c'est gérable. tu le prendras au boulot. Donc oui, c'est sûr que ça a un impact. Après, c'est des choix que tu fais dans la vie, en fait. Mhm. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et fonder une famille, ça peut être tout aussi important que de très bien réussir professionnellement. Ouais, mais ça reste quand même la femme.
Et encore indirectement là pour un peu plus gérer les enfants. C'est un peu rétrograde ce que tu dis, Non, Juliette. mais c'est un peu ce cliché qu'on a encore un petit peu aujourd'hui. Ouais, moi, j'ai pas mal de couples autour de moi où les tâches sont très bien équilibrées. Après, il faut bien dealer à la maison, quoi. Ça se négocie, C'est un challenge de ça se tous les jours. négocie en interne. Mais ça reste quand même compliqué. Et d'ailleurs, même au sein du couple, quand j'avais écrit l'émancipation des femmes et leur indépendance aujourd'hui financière et émotionnelle, euh, est-ce que elles ont changé? Est-ce que tu crois qu'elles ont un impact sur les attentes qu'on a de la femme dans le couple? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que la femme est différente au sein du couple, vu qu'elle est plus autonome financièrement et au niveau professionnel et autres? Est-ce que ça a un impact dans le couple, tu crois? Ah ben, j'espère. Je pense que les couples ne pourront pas être 100% heureux tant qu'il n'y aura pas une égalité totale, en fait. Mhm. Je pense que beaucoup de disputes des couples viennent des inégalités. Mhm. Beaucoup de couples aussi ne devraient pas rester ensemble, restent ensemble à cause d'inégalités. On voit très bien lesquelles, tu vois. Mhm. Je veux dire, le nombre de femmes qui n'ont pas pu partir ou encore aujourd'hui ne peuvent pas partir parce qu'elles n'ont pas les moyens de leur liberté. Le nombre de disputes à la maison parce que c'est la femme qui doit tout prendre en charge, parce que c'est le mec qui ramène le fric. Ou même aujourd'hui où les deux ramènent de l'argent, mais qu'en fait, c'est encore un déséquilibre qui reste parce que ça a été mal négocié à la maison. Enfin, tu vois, je pense que, bien sûr, que que les clés d'une bonne relation et d'un couple réussi, ce sera que la clé, ce sera quand on sera parvenu à une vraie égalité, quoi, dans le Mhm. couple. Donc oui, aujourd'hui, je pense que ça va de mieux en mieux grâce à ça et qu'on est heureux quand on se réalise et qu'aujourd'hui, que les femmes ont la chance de pouvoir se réaliser. Donc j'espère que c'est bénéfique au couple. Après, facialement, il y a de plus en plus de séparations. Donc on pourrait se dire que finalement, ça va moins bien pour les couples. Mais en fait, non, je pense que c'est juste les femmes, maintenant, ont la liberté de partir. Et d'ailleurs, Elles on voit l'apprennent que... bien, cette Et liberté. d'ailleurs, quand on voit les statistiques de divorce, c'est à une immense majorité des femmes qui le demandent. Et pourquoi, tu crois? Eh bien, je pense qu'elles ont plus d'audace que les hommes. Je pense qu'une fois que le couple est installé, les hommes vont plus facilement se satisfaire d'une situation un peu pourrie, mais ils disent, bon, c'est quand même confortable. Et puis ils vont aller voir ailleurs. Ouais, bah, Et les puis ils femmes le aussi, cachent. hein. Oui, oui, mais une fois qu'elles vont voir ailleurs, elles commencent à acter un peu plus et En le fait, il y a dire. plus de romantisme Voilà. dans la démarche et on va plus peut-être se laisser séduire totalement par la côté, alors que le mec n'a jamais compté de quitter sa femme, alors que la femme qui trompe, je pense, voyeur, elle se dit attends, c'est quand même pas mal ça. Et Et puis peut-être que du coup, je vais carrément partir. Alors et elle que va avoir les couilles de couper les ponts avec son mari. c'est ça, ça paraît un peu dégénératif ce qu'on dit, mais en fait, les statistiques le confirment, quoi. J'ai travaillé le sujet de la tromperie. Je vois que c'est un beau sujet. En plus, le couple, tu sais que c'est un sujet qui me passionne aussi. Qui est toujours qui est une question éternelle, à mon avis. Qu'est-ce qu'un bon couple aujourd'hui? Et c'est trouver, en tout cas, à mes yeux, c'est trouver cet équilibre juste. Je prends toujours ce mot juste qui veut tout et rien dire en même temps, mais c'est savoir ouais, que chacun s'y retrouve, aussi bien l'homme que la femme dans le couple. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et ça revient à une discussion qu'on avait dans la voiture juste avant de venir par rapport au fait d'avoir... parce que les enfants font changer beaucoup de choses, plus au niveau de la femme, j'ai l'impression, ce qui est normal, comme on le disait, mais de trouver un équilibre parfait entre oui, son petit environnement personnel, privé, ses projets professionnels, privés, ou enfin, tout seul en tant qu'homme ou femme, et puis de retrouver aussi un petit jardin secret avec la femme, et puis s'occuper des enfants. Moi, j'ai en tout cas l'impression que c'est un challenge de tous les jours. Parfois, ça fait peur parce que tu te dis, c'est quand même beaucoup de boulot pour en fait très peu de moments de joie et de moments où tu te sens apaisé, cool, et que tu profites. Et tu as l'impression que jusqu'à un certain âge, tu te dis, bon, les enfants, ils vont grandir. Au début, c'est parce qu'ils sont jeunes, c'est normal. Et puis, on est dans le lit, on est sur le téléphone, l'un à côté de l'autre, on se parle plus. Bon, je stéréotype un petit peu tout, tu vois. Et tu te dis, bon, j'ai pas envie que notre couple se perd. Et c'est compliqué. Moi, les enfants, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout parce que je n'en ai pas. Mm-hmm. Mais je peux te parler de couple et d'amour et tu en veux à pas? deux. Je sais pas si j'en veux. C'est une grande question que je me pose. Moi, j'ai que 33 ans, donc
T'as le temps. J'ai encore un peu le temps. J'ai vérifié ma réserve ovarienne. Je conseille à toutes les femmes de le faire. Non, mais tu rigoles. Ouais, c'est vrai. En fait, à partir de 30 ans, tu sais pas Ça diminue un petit peu. dans quel ordre. Bah, ça diminue un peu ou beaucoup, ça dépend des femmes. Et tu sais pas si tu fais pas le test. Et donc, si tu fais pas le test, tu peux te retrouver à 33 ans avec plus grand chose. Et si c'est le cas, enfin que tu fasses ou pas le test, tu peux te retrouver avec pas grand chose. Et si t'as pas grand chose, mais que t'as pas envie de devoir décider tout de suite, tu peux les faire congeler. C'est quand même assez fantastique d'avoir cette possibilité. Génial, ouais. Donc moi j'ai fait le test, je peux pas les faire congeler, mais si j'avais dû, je l'aurais fait, je pense, pour me laisser la possibilité. Mais là, c'est une question que j'ai pour le moment parce qu'en fait j'adore la vie que j'ai aujourd'hui, j'adore ma liberté, j'adore ma solitude, et que j'ai pas, je ressens pas en moi ce désir de maternité absolue. Parce que ça te fait peur? Non. Juste, c'est pas une. Voilà, je pense qu'il faut déconstruire un peu ces schémas obligatoires de se mettre en couple, habiter ensemble et avoir des enfants comme si c'était. On pourrait habiter chacun dans un appartement? C'est une question à laquelle je réfléchis énormément et je pense que c'est une solution qui est totalement intéressante si tu n'as pas d'enfant. Je pense que c'est très difficile si tu as des enfants, mais il y a peut-être des modalités à voir, tu vois. Alors, déjà, chacun sa chambre, je pense que c'est pas mal. Mais non, moi, de plus en plus, je me dis que peut-être que la clé d'un couple qui dure, c'est d'avoir chacun vraiment son espace. Alors, peut-être que c'est un même appart où chacun a à minima une pièce vraiment à lui, un bureau ou autre chose. Mais être tout le temps l'un sur l'autre, je ne vois pas en quoi c'est bénéfique à la relation, en fait. Je veux bien qu'il y ait quelque chose de joli dans le quotidien, mais je pense que c'est tellement important pour ne pas se perdre dans la relation, d'avoir des moments où tu es seul, d'avoir des moments où tu peux te réaliser seul, et où t'es pas non-stop l'un sur l'autre, que oui, pourquoi pas, tu vois, pourquoi tu peux pas faire au moins la moitié de la semaine tout seul chez toi, ou voir des amis et rentrer tranquille, bourré si tu le veux ou pas, sans avoir le regard de l'autre, et même, tu vois, dormir ensemble tous les soirs, On dormirait peut-être mieux, ça c'est vrai. mais ça c'est sûr, enfin franchement, et être dans la même salle de bain le matin, enfin tu vois, c'est déjà tellement dur d'entretenir sur la durée un couple, et le désir et tout le reste. Moi, je pense que ça peut être très intéressant de garder deux endroits, ouais. Ce que je pourrais comprendre, il y a des moments, c'est vrai, j'avoue que je me dis, là, je serais bien tout seul chez moi, dans mon canapé, à devoir parler à personne. Mais moi, c'est mon plus grand bonheur. Moi, j'habite seule aujourd'hui. Et franchement, je fais 3-4 soirées seule chez moi où je refuse des dîners, etc. Mais c'est mon plus grand plaisir de faire exactement ce que je veux pour moi manger, de me coucher à l'heure que je veux, de lire ce que je veux quand je veux. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Et c'est un plaisir égoïste, mais c'est un plaisir, je pense, auquel j'aurais du mal à relancer, quoi. Donc on est encore dans un mythe du fait que il faut se mettre assez rapidement en couple et puis il faut se marier pour avoir des enfants, puis réussir dans sa vie professionnelle. C'est encore comme ça. Ça dépend C'est des fort comme ça. milieux, ça dépend des pays. En tout cas, dans notre Moi, petit je ne milieu ressens pas du tout bruxellois. cette pression-là, en tout cas, avoir des enfants. À Paris, je ne la ressens pas du tout. Tu en as déjà parlé un peu, mais tu sais que le plaisir féminin, c'est un sujet qui me... Moi, je suis un peu timide, en fait, quand j'en parle. C'est la première fois que je l'aborde officiellement. Je me suis dit que tu étais, en tout cas, la femme parfaite pour l'aborder, parce que je sais que tu n'as pas de filtre. C'est un sujet qui me passionne, pas parce que je sais mieux que tout le monde, je sais encore sûrement pas grand-chose. Mais c'est un sujet où j'ai beaucoup lu. Pour déjà comprendre un peu plus comment fonctionne une femme. J'ai l'impression qu'il y a, dans les études qui sont faites déjà, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent même pas encore leur corps. Et tu peux parler à des femmes de 70 ans qui vont dire qu'elles ont vécu une vie sexuelle épanouissante, et en fait, elles ne connaissent même pas, elles ne savent même pas où se trouve, entre guillemets, leur clitoris. Elles ne savent même pas que c'est le seul organe. Tu peux enlever les guillemets. Je les enlève, elles ne savent pas où se trouve le clitoris. Elles ne savent pas que c'est le seul organe féminin qui est pour justement avoir du plaisir. Pas pour avoir du plaisir. Pour atteindre un orgasme peut-être. Mais du plaisir, orgasme. Ouais. Oui, tout à fait, mais qui est juste consacré à ça. Et donc ce sujet est un sujet passionnant et qui est en lien avec le couple, parce que avoir une vie sexuelle, affective, épanouissante, que ce soit seul ou en couple, est aujourd'hui pas facile. Et je bifurque de nouveau sur l'autre sujet, mais toujours lié. Parler de ça déjà en tant que femme, c'est pas facile, mais en tant qu'homme, et pouvoir intégrer ces groupes de femmes ou parler avec ces femmes,
de ce sujet-là est encore plus compliqué. Et de nouveau, pas pour dire que l'homme sait mieux que la femme. J'ai juste envie de pouvoir venir écouter, apprendre et donner mon avis. Alors, intégrer les groupes de femmes, c'est vrai que ce serait peut-être un peu compliqué, mais... Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles groupe de femmes, mais en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que ça rejoint ce qu'on se disait au début sur les autres sujets, c'est qu'on parle énormément de sexe entre copines. Nous aussi, mais d'une manière beaucoup plus... Non, je pense qu'on ne se dit pas du tout la même chose. C'est-à-dire que nous, on rentre dans un niveau de détail. Moi, de ce que je sais, en tout cas de ce que mes amis me disent, mais tu vas me confirmer ce qu'il en est pour toi. Ce que mes amis me disent, c'est un débrief d'une soirée, en gros. Il y a deux personnes qui couchent ensemble. Chacun de ces deux parties va raconter à leur cercle respectif le lendemain. Si on parle d'un homme et d'une femme, moi, avec mes amis, je veux dire, on décortique la chose par le menu, par le menu détail. Comme un bon dîner, quoi. Exactement. Et donc, on sait dans le détail ce qui s'est passé, ce qui a été bien, moins bien, etc. J'ai l'impression que les garçons, c'est plus alors, tu l'as niqué, en gros, ou est-ce que vous avez couché ensemble et alors, limite, un peu, tu as les petits détails, genre, est-ce qu'il y a eu un rapport bucco-génital, quoi. Est-ce qu'elle t'a sucé, en gros. Non, mais tu vois, ça va peut-être aller... Je pense pas qu'il y ait plus de détails que ça. Non. Alors c'est plus d'une manière un peu plus vulgaire, on va dire, chez nous, et un peu plus rough. Bah nous, ça peut être un peu rough, mais en tout cas, on va par le détail. Et donc, tu apprends quand même des choses, du coup, tu vois, de ce qui a été bien, moins bien. Un peu plus poétique, tu dirais? Non, je ne parlerai pas spécialement de poésie. Okay. Tu vois, parce que tu es très littéraire. Non, non, justement, on va aller par le détail de qu'est-ce que tu as aimé à quel moment et qu'est-ce qu'il a fait de spécial et qu'est-ce que... Tu vois, et du coup, ça donne... Et d'autres disent, ah oui, tu as fait ça et machin. Et donc, ça donne envie. Ça donne envie, ça donne des idées. Et voilà, donc entre nous, on discute beaucoup de ça. Après, il n'y a pas finalement, de ce que j'entends, tellement de communication entre la fille et le garçon. Et donc, j'ai encore des copines qui me disent « Non, mais c'est trop un mauvais coup, machin. » Et là, tu disais « Mais alors, ça veut dire quoi? Pourquoi c'était un mauvais coup? » Parce qu'ils ne savaient pas faire. Mais en fait, à partir du moment où tu ne communiques pas à la personne avec qui tu couches comment tu fonctionnes, en fait, il n'est pas censé le deviner. Ou alors, ça va mettre très longtemps et tu vas perdre plein de temps. Alors, je finis juste de développer ma pensée. Vas-y. Et donc, en fait, si tu ne lui dis pas comment tu fonctionnes, il ne peut pas le deviner ou alors il va mettre très longtemps à le deviner. Mais pour pouvoir lui dire comment tu fonctionnes, il faut déjà savoir soi-même comment on fonctionne. Exactement. Et il y a plein de femmes qui ne savent pas comment elles fonctionnent, qui n'osent pas se toucher elles-mêmes et qui attendent du mec qui n'est pas foutu comme toi. Et déjà, d'une femme à l'autre, on n'est pas foutu pareil au niveau du plaisir. Elles attendent du mec qu'il devine comment leur procurer du plaisir. En fait, il y a un truc qui ne marche pas là-dedans, quoi. Mais donc, en 2024, il y a encore beaucoup de femmes, même de notre génération, bien sûr, qui ne connaissent pas leur corps et qui ne savent pas comment... Mais énormément. J'ai l'impression qu'ils croient savoir. Et qui vont te dire, oui... De toute façon, on ne sait rien. Même quand tu penses savoir, tu ne sais rien. Je veux dire, moi, j'estime que je ne connais encore rien de la sexualité, que j'ai toute ma vie... Je pense qu'on est à 10% de ce qu'on pourrait faire, quoi. Et c'est génial. Ça veut dire qu'on a un champ de 90% à explorer. C'est fantastique. Et aussi bien pour l'homme, hein. C'est exactement pour moi... mais bien sûr, mais je pense qu'on touche le plaisir, mais genre du bout du doigt par rapport à ce que ça pourrait être. Et tu vois, pour rebondir sur le fait de se connaître, tu vois, j'ai plein de copines qui, si elles n'ont pas de relation avec des garçons... ne vont jamais se toucher elles-mêmes, tu vois, ne savent pas comment faire, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est comme les gens qui adorent manger, mais qui n'arrivent pas ou ne se font pas manger pour eux-mêmes, ne savent pas comment faire. Et tu crois que ça vient d'où? Cette espèce d'assistanat, les gens se prennent pas en main, quoi. Et tu te remets ton plaisir entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est quand même fascinant. Donc, si on ne sait pas quoi faire de ses doigts, on achète ce qu'il appelle un womanizer. Je le recommande à tout le monde. C'est l'une des meilleures inventions du siècle dernier. Et ça, c'est un énorme avantage que vous n'avez pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'équivalent pour vous, les hommes. Et pour les femmes, le womanizer, qui a été inventé par un certain Michael, je me souviens plus son nom de famille, mais c'est un Allemand, un génie. Et pour le coup, il y a énormément de femmes qui ont découvert l'orgasme grâce à un womanizer. C'est-à-dire que c'est une invention technologique de pointe, je peux te le dire. Et le taux de réussite, j'ai regardé les articles, le taux de réussite, enfin ce qu'il appelle le taux de réussite, c'est-à-dire le taux de femmes qui arrivent à l'orgasme avec un womanizer, est de 93% ou 93% pour les Belges. Je veux dire, peu d'hommes peuvent quand même se targuer de ce genre de résultat. Non, enfin, je suis pas en train de dire que moi j'y arrive, mais en tout cas j'espère. Mais c'est vrai que oui, non, on étudie un peu plus le sujet de la femme. Et le next step, ce sera parler de celui de l'homme. On est encore loin. Je pense qu'on est même encore plus loin du compte. Mais globalement, il faut repenser toute la manière d'aborder la manière de faire l'amour, je pense. Et même tout l'espèce de schéma de se dire qu'est-ce qu'un rapport réussi. Et oui, parce que tu parles que je t'interromps, mais tu parles que de l'orgasme. Mais c'est tout bien sûr. L'orgasme, en fait, c'est juste le petit moment final. Mais en fait, c'est tout ce qui pourquoi est-ce que c'est le moment final, Elliot? Oui, pourquoi est-ce que même on dit que le rapport se finit quand l'orgasme est arrivé? On peut faire des rapports sans orgasme qui sont fantastiques, alors qu'il y a des rapports où il peut y avoir un orgasme qui, globalement, ont été assez nuls. Ça doit être absolument pas un marqueur d'une réussite ou pas d'une relation sexuelle. Je pense qu'encore plus en ayant lu et en ayant un petit peu découvert cet univers-là, je pense que l'orgasme chez l'homme
Et en fait, c'est presque nul, en fait. Tout ce qui est avant et tout ce qui peut être créé énergétiquement, que ce soit même à travers la prostate ou autre, sont des sujets tellement encore tabous chez l'homme, mais qui apportent encore plus de jouissance et de bien-être que Bien sûr. l'orgasme même, l'éjaculation chez un homme. Ouais, bien sûr, mais chez la femme aussi. Hein. Oui, oui, mais encore plus, parce que chez un homme, encore plus, tu as cet effet un peu, euh, cet effet énergétique, où tu as vraiment une chute libre énergétique juste après. Alors que le plaisir féminin, pour moi, une énergie de vie, une énergie de création, et encore, pour moi, plus chez une femme et chez un homme aussi, mais une énergie qui permet de vivre. Et cette énergie est encore peu utilisée, en tout cas juste utilisée pour les rapports sexuels, alors que ça devrait être une énergie pour te dire demain on va faire une journée de malade, je vais créer mon projet, je vais avancer, et c'est vraiment ça, hein, et de pouvoir la dompter, l'utiliser, au lieu de chaque fois se dire on va aller entre guillemets faire de nouveau entre guillemets, moi je vais les enlever, mais d'avoir un rapport et te dire on va arriver à un but, voilà, c'est de jouir tous les deux, alors qu'on pourrait dire on va juste partager ce moment et ensemble. entretenir cette énergie ensemble. Voilà. Et c'est marrant parce que ma psy, qui est vraiment une femme formidable, j'aimerais bien la rencontrer parce que à un moment, je lui avais dit, j'étais en couple, et j'avais dit, Véronique, on a un problème, j'ai le démon. Elle me dit, qu'est-ce que vous pensez à Jessica? Je sais pas, j'ai le démon, j'ai vraiment envie de coucher avec des mecs, mais et pas spécialement mon mec, et donc c'est catastrophique. Qu'est-ce que je fais de ça? Et elle m'avait regardé, elle me fait, mais c'est génial, Jessica. Je dis, bah non, c'est pas génial du tout, c'est catastrophique, qu'est-ce que j'en fais? Elle m'avait dit, mais c'est génial comme énergie, c'est tellement rare, il faut entretenir cette énergie-là, c'est une belle énergie de vie. Vous voyez comment vous la transformez, quoi. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Et c'est pour ça que ça t'aide à créer des choses, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Bah, entre l'énergie créatrice et l'énergie sexuelle, c'est très lié. Hein. Ah ouais, c'est très lié. L'énergie de Kundalini. Exactement. Et mais comment est-ce qu'on pourrait, à tes yeux, mieux éduquer et sensibiliser les hommes par rapport à ce sujet du plaisir féminin? Bah, il faut leur parler, en fait. Parce que, comme on disait... Ou que la femme d'abord entre guillemets, se teste. Alors, ça commence par, évidemment, pour pouvoir transmettre, il faut déjà connaître. Donc, ça commence par travailler sur soi, sur son plaisir, sur la connaissance de son corps. Et travailler sur soi, sur ce sujet-là, c'est plus... Oui, bah, en fait, si on parle du sujet purement sexuel, c'est découvrir son corps, quoi, et l'explorer, tu vois, se toucher, se regarder. Enfin, je veux dire, le nombre de femmes qui ne savent pas à quoi ressemble leur vulve. Ah, mais c'est fascinant. Ah, je sais. Je veux dire, et après, elles sont gênées. Je veux dire qu'après, elles sont gênées quand un mec leur fait un cuni. Il y a plein de femmes qui sont gênées par ça. Pourquoi est-ce que tu es gênée? Alors que toi, tu n'es pas gênée de foncer sur l'autre, hein, en général. Mais en fait, parce qu'elles déjà, elles connaissent pas leur propre corps. Donc, évidemment, elles sont gênées qu'un mec aille mettre leur tête comme ça, tu es si près, ou une fille, hein, ça vaut pour les deux. Mais en fait, regarde-toi dans un miroir, mets-toi dans un miroir, écarte les jambes. Tu vois, en fait, ça paraît quand même tellement simple. On passe notre vie à regarder notre tête devant le miroir. Ben, en fait, c'est beaucoup plus intime. Et si nous-mêmes, on ne sait pas à quoi ça ressemble, c'est normal qu'on soit gêné quand quelqu'un d'autre le regarde. Donc, ça commence par ça. Une connaissance corporelle, visuelle, physique, tu vois. S'accepter dans son corps. Alors ça, c'est un grand sujet. Hein. Ça, c'est le travail d'une vie, je pense, pour plein de femmes. Mais je pense, malgré tout, avoir des relations épanouies avec un garçon sans être 100% à l'aise avec ton corps. Mais donc, ça commence par une connaissance de soi pour pouvoir après discuter avec l'autre. Et après, tu as aussi un travail qui se fait à deux. Donc, tu as un premier travail seul. Mais après, c'est quand même beau aussi de se découvrir à deux. Et parfois, tu découvres des choses de ton plaisir grâce à l'autre que tu n'avais pas du tout découvert toute seule. C'est génial. Je serais le plus heureux de pouvoir intégrer justement ces femmes qui parlent de ça et pouvoir amener ma touche un peu plus féminine, homme féminin, on va dire. Mais tu t'en discutes déjà avec ta femme? Ça commence là. J'en discute beaucoup. J'en discute beaucoup avec ma femme. J'ai la chance d'avoir une femme très ouverte sur ce sujet. Elle est comme toi. Elle comprend quand une femme dit qu'elle ne s'est jamais touchée elle-même, elle devient folle furieuse parce qu'elle dit c'est la base, tu vois, d'apprendre à se connaître et de découvrir. Il ne faut pas culpabiliser, mais c'est triste en fait. Oui, c'est dommage en fait. C'est dommage de passer à côté de ça, quoi. Ouais. Après, il n'y a pas d'âge pour commencer. Hein. Oui, tout à fait. Et même une femme de 70 ans peut commencer à découvrir son corps. Bien sûr. Et il peut encore créer à 70 ans plein de choses. Ah bah oui. Et comme tu dis, c'est la première étape qu'elles apprennent à connaître leur corps et puis d'intégrer l'homme et de montrer à l'homme comment fonctionne son corps et de parler. Et puis la deuxième étape, c'est de faire découvrir le corps de l'homme aussi. Bien sûr. Alors bah, là, ça joue à deux. Hein. Oui. Alors là, au niveau de ces discussions-là, on est encore plus loin, comme je l'ai dit, que la femme. Ah bah, les hommes sont en fait beaucoup plus pudiques que ce qu'on pense. Quand tu parles de la prostate, traditionnel. Bah, quand on parle de prostate, même. Je pense qu'on n'a jamais, on n'a jamais parlé de prostate entre copains. Ah ouais.
Enfin, Alors que nous, en tant que filles, c'est genre, genre, il est chaud sur les doigts dans le cul, ou est-ce qu'il est encore gêné? Non, mais il y a plein. Mais ouais, c'est vrai, c'est ça. Et toi-même, t'es gêné, tu rigoles. Non, moi, Si, je suis pas gêné, c'est pas non. grave. Mais on peut être gêné, c'est des sujets intimes. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore plein de mecs qui sont. Qu'est-ce que t'es en train de faire, tu vois? Alors qu'en revanche, eux, aller sodomiser la fille avec qui ils couchent, ça, Ouais, ça va. aucun problème, tu vois. Ouais, tout à fait. Et de nouveau, ça revient un peu sur le sujet de l'homme qui parle pas, qui dit rien. Qui dit rien, mais surtout là, pour le coup, qui n'est pas ouvert d'esprit sur d'autres types de sexualité. Mais ça, c'est dû aussi, quand il s'agit d'un homme hétérosexuel, à tout ce truc de, bah attends, je suis pas un PD, donc en fait, mon anus, tu le laisses bien là où il est. Alors qu'en fait, tu passes aussi à côté de toute une gamme de plaisirs. Hein. Oui, de savoir après comment, déjà, donc, comme tu le dis, d'abord de se découvrir soi-même, et puis de savoir comment en couple, on peut continuer à expérimenter ou découvrir, tu vois. Un autre sujet sur lequel je suis en train de lire, c'est le sujet du tantra. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est énergétique. Et je reviens à cette phrase qui est ben voilà, l'énergie sexuelle est une énergie de vie. Et aujourd'hui, quand tu dis dans un dîner bruxellois vendredi soir, peut-être pas parisien, j'en sais rien, mais bruxellois en tout cas dans le petit monde, et de dire ben voilà, je vais aller faire une expérience de massage tantrique. Ben on va te dire, le type c'est un malade sexuel, tu vois, mais c'est vrai. Alors j'avoue que moi j'ai des copines très ouvertes d'esprit, j'ai des copines qui l'ont déjà fait et on en discute, mais c'est l'environnement que je me suis choisi, quoi. Ouais. Voilà. Mais je sais que... c'est dommage parce que on est, tu vois qu'on est encore à des années-lumière de découvrir ce genre de technique qui est pour moi, parce que c'est pas que je crois pas dans les psys, mais je crois plus dans ces méthodes un peu plus énergétiques, qui est plus dans le corps que dans la tête. Avec un psy, on reste fort dans le mind en général. Et donc le tantra pour moi fait partie des choses à faire, en tout cas à découvrir. Alors, je ne l'ai pas fait encore en tant que couple et j'aimerais bien le faire parce que j'aimerais bien aller avec ma femme, découvrir mais ce genre de choses. Et donc, découvrir des nouvelles méthodes ou explorer cet univers énergétique avec sa femme, pour moi, fait partie des choses on doit faire pour avoir une relation sexuelle et affective épanouie avec sa femme. Je pense qu'on peut l'avoir sans, mais je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Tu peux être très épanoui sans avoir exploré ça, mais tu peux aussi te dire que potentiellement, tu passes à côté de plein de choses. Donc, en fait, je pense que ce qui est essentiel de toute façon pour avoir une vie affective et sexuelle épanouie, c'est la curiosité. Et pour moi, ça fait partie des choses dont il est intéressant d'être curieux, quoi. Est-ce que tu trouves que les hommes sont assez curieux? J'ai pas envie de faire de généralité. Moi, je suis tombée sur plusieurs hommes assez curieux. Peut-être qu'ils sont à Paris, alors on va aller. Non, mais c'est vrai que même les femmes ne sont pas encore assez curieuses, en tout cas à mes yeux. Il ne faut pas faire de généralité, mais en tout cas, je pense que c'est bien si tu l'es, ça montre l'exemple aussi, donc il faut communiquer dessus. Ouais, mais tu vois que je suis encore un peu timide, tu vois, quand on en parle. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas la curiosité. Non, mais je suis quelqu'un d'assez curieux et c'est pour ça que c'est un sujet. Encore plus, je suis, c'est mon petit côté un peu mis en avant, mais fier de pouvoir, en tant qu'homme, oser en parler. Vu que c'est un sujet. Oui, après, je sais pas où tout ça va nous mener, mais en parler en tant qu'homme, ça me fait plaisir. Maintenant. Qu'est-ce que tu auras envie de faire passer comme message ici, là-dessus? Tu passes de l'autre côté de la barrière, c'est toi qui m'interviews. C'est une m'interviews. formation professionnelle. T'as très bien fait. J'ai envie de faire passer comme message que c'est de nouveau peut-être affirmer beaucoup plus ce côté féminin en moi, parce que je suis loin d'être un stéréotype de mec dur qui ramène cet argent à la maison, et comme je l'ai dit, et donc j'ai envie de pouvoir plus mettre en avant ce côté féminin et à travers ces sujets-là. Donc je commence à en parler gentiment à des dîners. Je sélectionne un peu les dîners dans lesquels j'en parle, tu vois. Mais j'en parle pour le moment qu'avec avec des femmes, et peut-être que le next step, c'est d'en parler en tant que, enfin, avec des hommes, autrement que dans un vestiaire où tu dis vulgairement, c'est là, je l'ai attrapé hier soir, et tu vois, en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Donc oui, c'est juste affirmer ce côté féminin que j'ai en moi, sans dire que je suis un gay ou quelque chose. Non, mais de toute façon, ça, c'est aux hommes et aux femmes, hein, de travailler le fait de laisser la place aux hommes d'exprimer cette part-là. Mais ça vaut aussi pour les femmes et le côté masculin, hein, parce que il y a encore plein de femmes qui n'osent pas s'affirmer et qui surjouent un peu ce côté féminin, parce que tu as l'impression que c'est ça qui plaise aux hommes.
Et il faut aussi, en tant qu'homme, laisser la place aux femmes d'exprimer un côté plus masculin, comme nous, on doit laisser aux hommes et exprimer leur côté féminin sans se dire qu'ils sont pas virils pour autant, tu vois. J'ai l'impression que toi, tu affirmes bien ton côté masculin. Et c'est ça qui est Je chouette. pense que j'ai vraiment les deux. Hein. Je pense que j'ai une grande douceur en moi et côté très affectueux qui est très féminin. Et je pense que j'ai tout ce côté-là. Et j'ai aussi un côté où je pense que je m'affirme autant qu'un homme et où je suis très sûre de mes désirs et où je les exprime sans attendre qu'on me donne l'autorisation, quoi. Je pense que ça, du coup, c'est peut-être masculin, ouais. Surtout ce côté, et ce sera peut-être un peu la conclusion de cette belle discussion, même si je suis capable de pouvoir parler de ces sujets pendant des heures et des heures. Mais je vais venir à Paris pour qu'on puisse continuer la discussion. Mais Avec plaisir. ouais, c'est ce côté, l'intro que j'avais de toi, en tout cas dans ce podcast, se confirme. Tu as ce côté assez, t'as ce côté sensible. Tu as quand même une carapace qui montre que tu assures, mais je sais que tu as ce côté très hypersensible en toi. Ah, je suis hyper sensible. Que tu sens, j'ai l'impression que tu sens bien les gens. Que tu vas aussi un peu plus loin dans les gens. Je suis assez impressionné de toi aussi. Moi, en positif, tu vois. Alors, c'est un peu beaucoup d'éloges là que je fais. C'est trop gentil, je suis contente d'être venue. Voilà, Ça valait le déplacement. Non, mais je suis impressionné. Et d'une certaine manière, donc, tu m'inspires vraiment beaucoup dans ce que tu crées, dans la manière dont tu affirmes les choses, dont tu oses. Et c'est ce que j'ai envie de faire à travers ces podcasts. Donc, je te remercie. Je te remercie de surtout être venu jusqu'ici. Je suis fier de t'avoir eu sur ce petit plateau. Je vais apprendre, t'écouter. Je vais essayer d'apprendre à écrire comme toi parce que ça, je ne sais pas du tout faire. Et toi, j'ai l'impression que tu fais ça super bien. J'ai hâte de pouvoir un jour lire un de tes livres. Donc, un tout grand merci d'avoir été là et pour le fait d'être toi. Je suis fier de dire que je connais Jessica Troisfontaine, qui est bruxelloise, parce que tu te fais passer pour une Parisienne, mais tu es bien Je me fais absolument pas passer partout où je vais. J'espère que tu dis bien à Paris. Je suis belge. Voilà, donc à Paris, tu le cries bien haut et fort que tu es bruxelloise. Donc merci pour tout. J'ai hâte de pouvoir continuer la discussion. J'ai hâte que ça ait un impact sur tous les gens en général. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Je ne sais pas de quoi est fait la vie demain, mais... en tout cas, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui me correspond et j'espère qu'il te correspond. Donc, merci pour tout et j'espère en tout cas pouvoir continuer ça au plus vite. Merci beaucoup, Elliot. Merci pour tous ces éloges. Ça me fait trop plaisir. Oui, ça fait beaucoup d'éloges. Non, mais c'est très agréable à entendre et à recevoir. Et je pense que tu as un petit joyau entre les mains et que je te souhaite de pouvoir le pousser le plus loin possible pour le faire briller auprès de plus de personnes possibles. Merci.